Bonsoir, bonsoir à tous au Québec. Très, très heureux de vous rencontrer ce soir. Euh, je m'appelle Olivier Urbain. Mon petit nom pour les amis, c'est le docteur Urbain. Donc, comme nous sommes entre amis, appelez-moi le docteur Urbain, ça ira très bien. Et nous avons d'abord une mise en situation par le professeur Vincent Fauque. Mhm. Petite mise en situation rapidement. La discussion, les échanges de ce soir vont tourner autour des trois vertus. Alors, on avait dit sagesse, courage et compassion, les trois vertus. Rappelez très très rapidement les trois vertus, ces trois vertus, sagesse, courage, compassion, sont considérées par le docteur Ikeda, fondateur des universités Soka, comme étant les qualités, les propriétés, les spécificités d'un authentique citoyen du monde. Cet authentique citoyen du monde, à travers sagesse, la sagesse de reconnaître les interdépendances entre tous les individus et toutes les formes de vie, le courage de ne pas nier les différences et de s'ouvrir et d'aller vers les autres, deuxième vertu. Troisième vertu, éprouver de la compassion pour les gens qui se trouvent possiblement très loin de nous. Et ces trois vertus-là seraient les propriétés pour qualifier un authentique citoyen du monde. Voilà, une petite vignette de départ parce que nos échanges vont tourner autour de cette dimension-là. Et on va s'efforcer, la grande question qu'on se posait ce soir, c'est comment sortir, c'est une abstraction, comme tout concept, ce sont des abstractions, comment faire en sorte de s'approprier, comment faire en sorte d'incarner ces trois vertus-là proprement dit, qui composent fondamentalement et la personne d'un citoyen du monde et les qualités premières de ce qu'on nomme, de ce que le docteur Ikeda nommera la révolution humaine, c'est-à-dire la transformation de l'individu de l'intérieur pour provoquer les meilleurs effets à l'extérieur proprement dit. Voilà, voilà. Bonsoir Mathéa. Allô? Bonsoir. Et puis, Ok, et je puis sais pas si vous Marianne est m'entendiez, c'est arrivée. bon. Marianne est arrivée, voilà. On est au complet. Et Donc, Marianne, voilà. bonsoir Marianne. Alors, donc, l'idée, c'est d'échanger autour de ça, hein, effectivement, parce que finalement, on s'aperçoit que ces trois valeurs existentielles, donc qui nous concernent tous véritablement, et l'idée, effectivement, je le rappelle, bah, c'est simplement de ne pas considérer ça comme étant des jolis concepts, c'est très bien, c'est séduisant, mais ça n'est pas ça qui transforme la réalité. Ce qui transforme la réalité, c'est de s'approprier, si l'on est en accord avec ces trois valeurs-là, se les approprier et voir comment est-ce qu'on est capable de les manifester au quotidien dans notre existence, pour notre bénéfice et le bénéfice des autres. Sur ces bonnes paroles, je passe le ballon à monsieur, au docteur. Bonsoir, bonsoir. Alors, je suis vraiment très heureux de revoir tous ceux que je connais bien. Bonsoir à vous. Et aussi très heureux de rencontrer ceux que je vais connaître maintenant. Et bonjour, bonsoir aussi à tous ceux qui vont écouter l'enregistrement plus tard. Alors, j'ai préparé des tas de choses. Il y aura de la musique, il y aura des chansons, il y aura des petites salles de breakout rooms pour discuter. Donc, j'espère que tout se passera bien du côté technique. Et donc, on va commencer avec quelques diapositives tout d'abord. Voilà. Là, on met ça sur le grand écran. Et voilà. Tiens. Euh, donc, le titre de la présentation ce soir, c'est comment manifester concrètement les trois vertus, sagesse, courage et compassion, au quotidien dans nos vies. Et donc, en fait, tout ça vient d'un discours du président Ikeda qui date de 96 à l'université de Columbia, où il a expliqué sa conception d'un citoyen mondial sur la base de trois vertus. Et voici donc le texte en français. Notez que tout le français que vous allez voir sur ces diapositives n'est pas officiel. C'est une collaboration entre intelligence artificielle et moi-même qui ai fait quelques corrections. Voilà, donc ce sont des textes que je pense être corrects, mais qui ne sont pas officiels. Alors, tout d'abord, la première vertu, la sagesse de percevoir l'interdépendance de toute vie. Tout est lié à tout. Le courage de ne pas craindre ou nier la différence, mais de respecter et de comprendre les personnes de cultures différentes
et de grandir grâce à leur rencontre. Euh, Accepter qu'il y aura des difficultés, il y aura des différences, mais avoir le courage de les surmonter. La compassion pour maintenir une empathie imaginative qui va au-delà de son environnement immédiat et s'étend à ceux qui souffrent dans des endroits éloignés. Surtout aujourd'hui avec la technologie, on reçoit des nouvelles immédiatement du monde entier. Imaginez-vous au Japon en 1850, il fallait des mois et des mois pour que n'importe quelle nouvelle arrive d'en dehors du Japon. Aujourd'hui, on est bombardé d'informations. Mais d'un autre côté, si vous rencontrez quelqu'un dans un café à Québec, pour la première fois, en fait, cette personne que vous ne connaissez pas, elle est très très loin de vous, émotionnellement, affectivement. Tout ça, c'est quelqu'un qui est très loin et il faut immédiatement imaginer la situation de cette personne pour essayer de se connecter. Donc, l'empathie imaginative, c'est pas une question simplement de géographie. Alors voici en gros, situé dans le contexte, bon, c'est le résultat de mes recherches, voilà, ça tient sur une diapositive, puis c'est terminé. Donc le chapitre 5, c'est ce qu'il y a au milieu, c'est le courage, la sagesse et la compassion, et la bulle qu'il y a au-dessus, la transformation intérieure. Donc ça, c'est un petit peu le point de départ de la question, qu'est-ce que je peux faire pour le monde en commençant par moi? Donc, à l'intérieur de soi, et c'est vraiment à l'intérieur de soi, dans son cœur à soi, dans son organisme à soi, dans son corps. Euh, Comment je me sens là maintenant, tout de suite, ici maintenant? Je respire. Comment est-ce que je me sens? Combien de courage est-ce que j'ai? Est-ce que je suis très très courageux? Je vais poser plein de questions pendant cette conférence ou bien je vais me cacher. Je suis rempli de sagesse. J'ai lu le chapitre 5, qui est vraiment une preuve de sagesse pour cette conférence, mais peut-être que non, je ne l'ai pas lu, c'est pas grave. Et la compassion, est-ce que j'aurai la compassion d'écouter les autres ou bien est-ce que quand j'aurai le micro, je vais parler tout le temps de manière intempestive? Donc voilà, donc ça c'est ici et maintenant et on peut augmenter, on peut renforcer ces trois qualités par des tas de moyens qui sont disponibles. Et donc ça c'est la transformation intérieure, c'est la bulle du dessus. Et un des aspects intéressants, c'est que quand on veut parler avec d'autres êtres humains, plus on a de courage, de sagesse, de compassion à l'intérieur pendant la conversation, mieux ça va se passer, quelles que soient les réactions, quel que soit l'état de l'autre personne. Donc là, déjà, on peut prendre responsabilité pour un dialogue. Ça ne veut pas dire que ça va bien se passer, mais au moins, on peut contrôler la dose de courage, sagesse, compassion qu'on y met. Et si les dialogues se passent bien, ils peuvent en fait se passer très bien, on peut commencer à parler de choses extrêmement difficiles et aussi d'événements mondiaux ou de choses à changer au Québec ou à l'université. Et ça conduit idéalement à une conscience que nous sommes des citoyens mondiaux, donc c'est la troisième bulle. Euh, et donc, on peut aimer le Québec, on peut aimer la Belgique, on peut aimer le Japon, c'est très bien, mais il ne faut pas se limiter à ça, autrement on va exclure tout le monde, enfin tous ceux qui sont à l'extérieur, et ça ne va pas bien se passer. Et donc, cette conscience de citoyenneté mondiale, c'est le citoyen du monde qui réalise qu'elle, que nous faisons partie d'une grande famille de 8 milliards d'habitants qui ne pouvons exister sans la biosphère. On ne peut pas exister sans les animaux, les plantes, les cailloux, la mer, le ciel. Et donc, un véritable citoyen mondial, c'est un citoyen biosphérique, si vous voulez, qui a conscience de faire partie du grand tout. Et donc, ça, c'est au niveau philosophique. Alors, dans les propositions pour la paix du président Ikeda, que j'ai analysées pendant quelques années, il y a donc, en général, il y a deux parties. Il y a la partie philosophique dont nous venons de parler, et puis il y a une partie plus technique où il fait des recommandations. Et deux recommandations de poids, parmi d'autres, mais celles-là sont constantes. C'est le rêve d'avoir des Nations Unies qui fonctionnent.
Et c'est très clair. Enfin, moi, j'aime beaucoup je simplifie beaucoup, ce qui va pas plaire aux philosophes, mais bon, j'aime simplifier. Et donc, je simplifie ici en disant que on n'a pas de gouvernement mondial, on n'en aura jamais, espérons, mais en tout cas, on a un endroit pour discuter, et ce sont les Nations Unies. Malheureusement, il y a un gros problème qui sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Et vous qui écoutez cette vidéo, oui, je vous accuse, en effet. Donc, le problème, c'est le droit de veto donc des 5 grandes puissances qui sont dans le Conseil de sécurité, parce qu'il suffit qu'il y en ait une qui dit non, je ne suis pas d'accord, et il ne se passe rien. Même si on devait faire quelque chose d'extrêmement important ensemble, il suffit qu'il y a une nation qui ne soit pas d'accord, un vote négatif, c'est terminé, on ne peut rien faire. Et ça, le président Ikeda le répète à chaque fois, que c'est dommage qu'il y a cette sorte de mémoire de Seconde Guerre mondiale. Il faudrait supprimer ça. Il faudrait que ce soit beaucoup plus démocratique, mais ça ne l'est pas. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le président Ikeda ne recommande absolument pas d'essayer de construire une structure mondiale. Ça ne va pas marcher. Et c'est trop dangereux de toute façon. Donc ça, c'est exclu. C'est même pas un problème. Par contre, il y a quelques petites institutions qui devraient être là. En particulier, la Cour, enfin, ICC en français, c'est ce que c'est la Cour pénale internationale, la Cour criminelle internationale. Je crois que c'est la Cour pénale internationale, l'ICC. Parce que imaginez-vous, bon, voilà, je suis au Japon, il y a une petite école là avec des enfants. Et puis, il y a quelqu'un qui s'amène avec un couteau qui commence à tuer les enfants les uns après les autres. La police va venir tout de suite. Parce qu'il y a la police au Japon. Bon. Dans le monde, si quelque chose d'équivalent se passe, on ne fait rien parce qu'il n'y a pas de police. Donc ça, évidemment, ça prête à controverse, on pourra en discuter. Ce n'est pas une panacée, mais d'après ce que j'ai compris, le président Ikeda était très heureux de voir la naissance donc, de l'ICC, de la Cour pénale internationale, et pendant de nombreuses années, dans ses propositions pour la paix, il a proposé de la renforcer. Voilà. Donc ça, c'est en gros, si vous voulez, où se situe le courage, la sagesse, la compassion dans tout le système de création d'un monde en paix par Ikeda, tel que moi je le conçois, hein, attention. Voilà. Alors, il y a eu quelques réactions, j'en prends 3 au hasard, un grand merci pour vous 3. Donc, Noémie m'a fait réfléchir à la question est-ce qu'il y a un choix à faire entre les 3 vertus? Et ça m'a rappelé qu'en fait, il y a un choix. Il y a un choix dans la philosophie du président Keda. Comment réagissons-nous? C'est ça la question. Donc, il se passe quelque chose de bien, il se passe quelque chose de moche, il se passe quelque chose d'atroce ou de très difficile. Ça, c'est pas la fin du monde. Ce qui compte, c'est comment nous réagissons. C'est ça qui va déterminer notre futur. Comment réagissons-nous? Et donc, est-ce qu'on réagit avec un maximum de courage, sagesse, compassion? Ou bien est-ce qu'on réagit avec avidité, avec colère, avec ignorance, qui sont, dans la philosophie du président Ikeda, on appelle ça les 3 poisons. Donc là, il y a un choix, si on veut. C'est peut-être pas un choix conscient, parce qu'une fois qu'on est dans une situation, on ne peut pas tout arrêter et se dire, bon, est-ce que je vais me fâcher ou est-ce que je vais avoir de la compassion? C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut s'entraîner tous les jours pour que ça vienne naturellement. Mais en gros, conceptuellement, voilà, on a les 3 vertus d'un côté, les 3 poisons de l'autre. Félicia a posé une question que je reformule en disant que quand on est conscient de ce qui se passe autour de nous, ça peut être extrêmement distrayant. Euh, d'un côté négatif, ça peut être extrêmement angoissant et on n'arrive plus à se concentrer sur ce qu'on a à faire. Et donc là, je fais appel à une très vieille théorie que j'ai oubliée et que j'ai reprise récemment, qui en fait marche toujours très bien, qui date de 1989. J'en parlerai un petit peu plus tard. Mais vous voyez les 3 cercles concentriques. Euh, Au milieu, c'est ce qu'on peut contrôler. Par exemple, je peux contrôler ma voix ou je peux contrôler
la langue dans laquelle je parle. Donc, je peux décider, je peux vous parler en néerlandais maintenant. Et je peux contrôler ça si je veux. Ou bien je peux continuer de parler en français. L'influence, c'est l'influence qu'on a sur les autres d'une manière directe. Donc, dans ce cas-ci, si je commence à parler en néerlandais, j'aurai plus d'influence. Vous allez tous partir, il n'y aura plus rien. Par contre, si je ne parle pas trop fort ni trop doucement, je contrôle ma voix, j'aurai une bonne influence sur vous tous. Et le cercle rouge à l'extérieur, c'est les préoccupations. C'est les inquiétudes et les préoccupations. Ça, ce sont des choses que je ne peux pas contrôler. Dans ce cas-ci, par exemple, c'est ce qui se passe dans vos têtes. Voilà. Donc, je parle français, j'essaie de bien parler. Vous m'entendez, donc j'ai une influence sur vous. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que vous aimez pas du tout ce que je dis. Et peut-être que, oh, il y en a une qui regarde son téléphone. Il y en a un qui, en fait, il est plus là. Et alors là, je peux commencer à m'inquiéter, je vais perdre mes moyens, je vais plus avoir d'influence et je pourrais même plus contrôler ce que je dis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est la même chose avec les informations. Il faut être au courant de ce qui se passe, la politique au Québec ou le manque de politique au Québec et dans le monde, mais il ne faut pas que ça nous paralyse. Et donc, le conseil ici, c'est de toujours se concentrer d'abord sur le cercle de contrôle et c'est d'avoir l'influence positive maximale sur les autres. Garder à l'esprit tout ce qui ne va pas, mais ne pas laisser grandir ce cercle rouge. Et finalement, une chanson proposée par Alex, donc on va faire ça. Ça s'appelle Ici-bas par les Cowboys Fringants. Est-ce que vous connaissez? Oui, tout le monde connaît, presque tout le monde connaît. C'est merveilleux. Moi, je découvre. Et donc, on va d'abord regarder les paroles, parce que les paroles font partie, bien sûr, des chansons. Et c'est exactement le thème d'aujourd'hui. C'est comment faire surgir le courage, la sagesse, la compassion dans la vie quotidienne. Où est-ce que ça commence? Et on verra tout à l'heure un passage du président Ikeda où il parle d'une lueur dans son cœur, à nous, dans notre cœur à nous. Parce qu'on pense, oh, j'ai envie de voir la lumière, je suis dans un tunnel, je voudrais voir la lumière. Alors on cherche, on cherche quelqu'un, quelque chose, un morceau de chocolat belge, une stimulation, alors qu'en fait, la lueur d'espoir, elle est cachée dans notre cœur, toujours cachée dans notre cœur. Et la complication, c'est comment faire pour en être conscient et la faire sortir. Eh bien, apparemment, le chanteur principal des Cowboys Fringants, il l'a trouvé. Et il dit ceci, il dit, tant que mes yeux s'ouvriront, je chercherai dans l'horizon la brèche qui s'ouvre sur mes décombres, la lueur dans les jours plus sombres. Tant que mes pieds marcheront, j'avancerai comme un con, avec l'espoir dans chaque pas, et ce jusqu'à mon dernier souffle, ici-bas. Donc, deux mots-clés, deux concepts clés, deux émotions clés dans la philosophie du président Ikeda qui sont dans cette chanson. Cette lueur intérieure, même dans les jours les plus sombres, et l'espoir ici et maintenant à chaque pas. Et cela malgré, et donc là c'est le reste de la chanson, nos vies, etc., malgré la mort, malgré l'amour, la haine, malgré les merdes, et malgré l'ennui, comment faire surgir de l'intérieur cette lueur dans les jours plus sombres avec l'espoir dans chaque pas. Et nous allons donc écouter la chanson. Je vais vérifier si j'ai bien mis le son. Oui, ça devrait aller. Voilà. Bon, envoyez-moi des messages si ça ne va pas, mais en théorie, ça devrait passer par YouTube. Voici. Un grand merci à Alex de nous avoir branchés là, parce que vraiment, elle est superbe cette chanson. Elle est vraiment superbe. Merci Alex. Bien, où Et en elle est. étions-nous? Ah oui, le PowerPoint. Attendez, on y revient. Alors, voilà. Bien, donc voilà. Alors, pour un peu briser la glace, on va se mettre pendant quelques minutes dans des petites salles. Et voilà, Ebeth qui revient. Très bien. Et donc, voici quelques questions pour un petit peu rendre tout à fait personnel, tout à fait concret dans la vie de chacun, ici maintenant, qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Un épisode dans votre vie quotidienne où vous avez pu déployer une des trois vertus, ou bien les deux, ou bien les trois.
Ou est-ce qu'il y a un domaine de la vie quotidienne qui vous demande plus de courage ou de sagesse ou de compassion, ou les deux ou les trois, dans les relations amoureuses et les relations amicales, le travail, la santé, le domaine spirituel, les finances, quoi que ce soit? Euh, oui, on va peut-être en rester là. Ou bien si vous voulez formuler une question. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va créer des petites salles de 3 ou 4. Et puis, comme ça, vous pourrez discuter à ce niveau-là. Et puis, quand on reviendra, comme ça, vous aurez peut-être un sentiment plus concret vis-à-vis de ce dont nous allons discuter. Alors, la fois dernière, ça a bien marché. J'espère. Si jamais tout s'éteint, revenez avec le même lien et puis on recommencera. Alors voilà. Les petits groupes, breakout rooms, voilà. Et puis, on est combien? On est 4 fois 3, 12, 13, 14. Ça fait presque 15. Donc, peut-être 4 groupes de 3, 4. Donc, on en crée 4 au hasard. Voilà, j'appuie sur le bouton, hein, on va voir comment ça va. Bon, on se retrouve dans 5 minutes, donc 5, 6 minutes. Voilà, oui, c'est toujours difficile de s'arracher à la conversation. Et alors, Mathéa et Tania, je suis vraiment désolé. Euh, il s'était marqué salle numéro 4, Jérémy, que Jérémy tout seul. Donc, j'ai mis Jérémy dans une autre salle. Et c'est maintenant que je remarque qu'en fait, vous étiez trois, tout était parfait. Et je suis désolé, Mathéa, tu étais bloqué avec Tania. Et Oui. ça doit être horrible. Et Tania, vraiment, toi, toute seule avec Mathéa, ça va être abominable. Non, mais c'était bien. C'était une petite thérapie de psychologie gratuite. On se demande pourquoi Jérémy avait quitté. C'était la En fait, grande question. C'était la grande question. Mais je suis Mathéa est contente de arrivée. savoir que c'était ça. On a juste pensé qu'il avait quitté parce qu'il nous a vus. Non, non, c'est le En plus, contrôle extérieur qui a fait ça. C'est un Voilà. complot, c'est un complot. Un complot, voilà, voilà. Alors, bon, quelques petites réactions, une question, un commentaire. Voilà, c'est le moment de faire sortir votre courage, ouais, de prendre le microphone. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de point. Tout ce que vous direz sera accepté et aimé. Donc, vous pouvez simplement. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre petite salle de discussion? Quelque chose qui vaut la peine d'être partagé, peut-être? Une question que vous avez? Allez-y. Félicia, au hasard. Bonjour. Félicia Je m'attendais et, pas à ce qu'on me demande de parler. et Ève. Une patate chaude, courage, justement, le courage. Première vertu, le courage. Tu devrais Je t'adresser à nous et nous dire des choses de qualité. vais prendre mon courage pour parler de qu'est-ce qu'on parlait. Non, pour vrai, je trouve qu'on a bien conclu la réunion sans que ça puisse être terminé parce que M. Fouque a été coupé là, par le retour très intrusif avec tout le monde. Mais on parlait que c'est important d'aller chercher vraiment sa relation avec les autres pour s'aider à travailler sur soi-même, justement, parce que c'est ça qui vient te donner une certaine force, vu qu'on est des êtres fondamentalement sociaux. Donc, travailler sur nos relations avec les autres, c'est ce qui nous aide aussi à développer nos valeurs de courage, sagesse, compassion. Donc, vraiment, tu peux pas faire ça juste tout seul, même si ta transformation commence par toi-même. C'est quelque chose qui ne s'effectue pas seul. Formidable. Très bien, très bien. Quelqu'un d'autre? Euh, Marilyn. Alors, Ebed. C'est Ebed. Et puis Marilyn, peut-être. parfait. Alors, je rebondissais en fait par rapport à la question que vous avez posée, le docteur Hubin, concernant, en fait, vous avez dit donc comment faire surgir en fait la sagesse, le courage et la compassion en fait de nos vies, dans nos vies, pardon. En fait, ma participation était donc d'abord il faut en être conscient que ces valeurs existent, donc c'est important. Donc si on n'est pas conscient que les trois valeurs existent, donc c'est certain que on va pas être capable de réagir donc, comme il faut dans la société. Donc il faut en être conscient, mais il faut également être capable de cultiver et développer ces valeurs-là.
Donc, les cultiver pour soi-même, mais également pour permettre à ces valeurs-là d'avoir une certaine influence sur les gens qui nous entourent, notre communauté, notre région, notre pays et tout. Donc, c'est comme ça. Donc. Puis après, donc, c'est aussi, il faut être curieux. Donc, c'est cette curiosité-là qui nous amène aujourd'hui à parler de sagesse, courage et compassion. Alors, lorsqu'on vit dans un monde où c'est vraiment la loi de la fracture pour fracture, c'est-à-dire, donc, quelqu'un me frappe, moi, je vais essayer aussi de le frapper, ou c'est un peu ça. Donc, mais si on a vraiment, si on arrive vraiment à développer ces trois valeurs, donc la valeur de courage, sagesse et compassion, c'est certain, donc, on va se dire, ben, pas la peine d'aller faire du mal à mon voisin parce que si je lui ai fait du mal, c'est certain qu'il va réagir. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est de ça qu'on en a parlé donc, dans notre breakout. Merci beaucoup, Abed. Merci. Merci. Marilyn, si tu veux, ou... Nous, on a été un petit peu coupés. On n'a pas eu le temps de, de tous participer. On a entendu quand même deux beaux témoignages, celui de Maxime et puis celui de Marianne qui nous parlait de courage, tous les deux. Hmm. Donc, non, c'était intéressant. Et puis, ce que je retiens, c'est que c'est un travail qui se termine jamais. Hmm. C'est quelque chose qu'on devrait certainement enseigner des tout petits, développer quand on grandit et puis ne jamais arrêter euh, parce que finalement, c'est un travail continuel sur soi. Et puis, ça va avec la découverte, je pense, du monde au fur et à mesure qu'on avance dans la vie. Hmm. Eh ben, dis donc, mais si, tu avais un point extrêmement important à dire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, un petit mot sur le courage, Maxime? Ah, ben, en fait, ça répond un peu à ce qu'on venait de dire durant notre discussion, justement, moi et Marianne. On a raconté des petites parties là, de notre histoire actuelle. En fait, Marianne, autant avec là, sa maîtrise, là, elle a changé de stage à mémoire. Moi, en fait, de ma vie actuelle, qu'on a mis un peu les deux finalement en lien, comme quoi que malgré les défis qui nous font face, parfois on peut se laisser emporter par nos peurs, justement, ou la colère qui peut nous encourager à vouloir abandonner certains de nos projets et de savoir un peu des fois baisser la tête et d'avoir le courage de continuer à avancer, justement, là, malgré les impasses et les embûches et tout ça. Là, ouais. C'est ce qu'on a discuté surtout. Là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Marianne? Oui, moi, j'avais partagé que justement, j'ai dû travailler mon courage un peu dernièrement parce que j'ai facilement le syndrome de l'imposteur dans mes études. Et puis là, récemment, j'ai fait le choix de changer ma maîtrise. Avant, j'avais le parcours avec stage. Et là, j'ai changé pour faire le parcours avec une écriture de mémoire. Et puis, pour faire l'écriture de ton mémoire, il faut que tu trouves des professeurs qui veulent t'appuyer. Donc, il faut que tu trouves ton directeur et ton co-directeur. Donc, j'ai dû me mettre de l'avant, écrire à des professeurs que j'avais jamais rencontrés avant parce que j'avais pas eu de cours nécessairement en lien au sujet que je parlais. Donc, j'ai dû écrire à des professeurs un peu de d'autres universités que j'ai pas eu dans les cours nécessairement. Et j'ai dû les rencontrer pour les convaincre de me soutenir dans ce parcours-là. Donc, ça a vraiment travaillé là, mon courage dernièrement, mais ça s'est bien passé, j'ai réussi. J'ai bien fait ça. Ah, bravo. Merci, merci. Et peut-être William? Salut, salut. Là, je viens de revenir. Si je comprends bien, Marianne a parlé un peu de ce qui s'est passé dans notre réunion. Oui, c'est ça, ouais. OK. Bon, ben, si je peux continuer là-dedans, moi, en fait, quand je vais pas parler de la réunion, mais ma réflexion en lisant la deuxième question, quel domaine de votre vie quotidienne demande le plus de courage? Je me suis surtout dit que j'ai de la difficulté à évaluer qu'est-ce qui demande du courage, mais ce qui m'est venu vraiment à l'esprit, c'était les moments où le courage, la sagesse, la compassion, ça vient facilement. Il y a Hmm. certains contextes, les contextes, puis après ça, ça parlait des relations amicales, amoureuses. C'est certains contextes où, en vieillissant, j'ai l'impression qu'on acquiert ces vertus-là dans nos relations. Puis ça vient naturellement, puis c'est quelque chose de beau, puis c'est pour ça que c'est les vertus qu'on doit déployer à un niveau maintenant international, qui, c'est de là l'importance, hein? Puis on voit, quand on pense à nos cercles personnels, on voit comment des fois ça peut être des milieux qui nous apportent du bonheur. Ben, peut-être que ce bonheur-là est possible à travers le monde, puis ça serait à travers ces vertus-là. C'était pas mal ma réflexion sur les questions.
Ah, formidable, merci beaucoup. Super. Bon, en fait, j'ai encore plein de choses à dire que j'ai préparées sur le PowerPoint. Et donc, peut-être une dernière intervention pour maintenant, puis on vous demandera de participer plus tard, mais qui veut dire une dernière chose au niveau de... C'est le professeur Noémie, Falk. Noémie, allez, allez. C'est Noémie. Nous, dans notre côté, on avait parlé un petit peu du courage, mais aussi le courage que ça nous prenait pour faire agir. J'avais soulevé que ce qui me demandait le plus de courage dans ma vie, du moins en ce moment, était de prendre parole dans des groupes de discussion ou des tables rondes. Donc, c'est pas mal ce qui était ressorti là, de la manière qu'on pouvait prendre une de ces vertus-là ou celle qui fallait travailler ou de mettre en interaction dans nos vies de manière concrète. Formidable. Ça me fait penser à une phrase du docteur Keda qui dit: Nous nous développons à la mesure des actions que nous accomplissons. Je crois que ça, c'est vraiment. Renversons la formule: nous ne nous développons pas à la mesure des actions que nous n'accomplissons pas. Donc, je crois que quand on réalise vraiment, c'est faire un grand pas. Tu as raison, Noémie, parce que prendre la parole en public, je dirais, bon, après, quand tu es habitué, évidemment, c'est la dernière des évidences. Mais moi, j'ai eu à lutter contre ça pendant très, très longtemps. Ça m'est arrivé, par exemple, à la maîtrise, justement, à la maîtrise, en plein milieu d'un exposé, regarder la prof et être capable de sortir un mot. 12 personnes qui t'écoutent. Au début, tu es parti avec éloquence, puis à un moment donné, tu bloques. Et là, c'est un revers. Bon, comme c'est une femme intelligente, elle a tout de suite ouvert et elle a tout de suite compris. Elle m'a mis tout de suite à l'aise. Elle a renvoyé mon exposé à la semaine suivante. Mais c'était vraiment, c'est là que tu vois, c'est un gros stress. Hein. On ne dit pas de la parole en public. Quand on n'en a pas la familiarité, c'est un gros stress. C'est un courage, aller de l'avant et vaincre une difficulté. Et répéter avec courage les mêmes épreuves pour à un moment donné être capable de les dépasser vraiment. Formidable, merci. Donc, je vais continuer la présentation et puis ce sera au tour de Ève, Mathéa, Tania, Anthony, Anne-May, Alex, Jérémy d'intervenir. J'ai oublié personne? C'est bon? Ok, on continue. Alors, share le screen. Voilà, voilà. Et on continue. Voilà, nous avons bien brisé la glace. Ok. Voilà. Alors, donc j'ai choisi 6 passages dans le chapitre 5. Dans le chapitre 5, il y a pas mal de passages du président Ikeda. Et j'en ai choisi 6 parce que, à mon avis, ils abordent 3 thèmes importants pour aujourd'hui. Les 2 premiers passages abordent la proactivité, c'est-à-dire cette tentative de se mettre dans un espace mental où si vous voulez, on attaque la réalité à l'avance avec notre courage, notre sagesse, notre compassion. Il se passe des tas de choses et donc souvent on réagit. Et là, il faut essayer de réagir avec le maximum de courage, sagesse, compassion quand on est pris au dépourvu, où il se passe trop de choses. Mais de temps en temps, il est bon de respirer un bon coup ou d'aller se promener et de planifier d'une manière stratégique, dit bon, quoi qu'il arrive à partir de maintenant, je serai gonflé de courage, de sagesse, de compassion. Et puis, on réattaque, on ouvre ses emails, on rencontre la personne ou on repense aux choses difficiles. Et ça s'appelle donc la proactivité. Les 2 autres passages, donc 3 et 4, c'est vraiment c'est ce qu'on a vu dans la chanson. C'est le fait que, d'après le président Ikeda et d'après le chanteur de Cowboy Fringant et d'après beaucoup d'entre vous, d'après ce que j'ai compris déjà avec les interventions, ce qu'on cherche vraiment, c'est une flamme qui est en fait à l'intérieur. Elle est cachée à l'intérieur et elle est souvent là, elle est parfois très forte, elle est parfois très faible, elle est toujours là. Et il y a 2 passages qui parlent de ça. Et puis finalement, 5 et 6, donc c'est 2 passages qui parlent de la relation entre l'agence, le sujet de l'action et les structures, la société, etc. Et donc ça, c'est un débat éternel.
D'après ce que j'ai compris, le président Ikeda met beaucoup l'accent sur l'agence, sur le sujet, sur le fait qu'on peut agir soi-même, quelle que soit la structure autour de nous. Mais quand même, il faut réfléchir parce que il est évident que avec tous les progrès, disons, que nous avons faits aujourd'hui, nous savons que suivant notre orientation sexuelle, suivant notre sexe, notre genre, ou bien notre non-dualité, suivant la couleur de notre peau, ou bien notre association politique, ou notre salaire, ou enfin, suivant des tas de choses d'intersectionnalité, euh, il y aura quand même des contraintes sur notre vie, des possibilités, des privilèges, des contraintes. Et ça, il faut en être conscient aussi. Les agents, enfin, que nous sommes, donc les sujets individuels, on ne flotte pas dans l'air. Je crois, on peut dire, on est libre quand même, mais on ne flotte pas dans l'air. On est dans un contexte qui favorise certaines choses et qui nous empêche de faire certaines choses. On peut même être dans une structure où on est bombardé, on meurt. Ça arrive à des milliers de gens. Où là, on n'a même plus le droit de vivre. Donc, il n'y a pas que le sujet qui compte, la structure compte aussi. Mais on va voir que pour le président Ikeda, c'est mieux enfin, pour lui, il pense que c'est plus efficace de se concentrer sur notre possibilité d'agir. Et ça rejoint un petit peu le cercle de contrôle dont j'avais parlé. Voilà, donc sans plus attendre, je vais simplement lire et partager avec vous. Vous pouvez prendre des notes ou vous pouvez vous en souvenir ou vous poser des questions plus tard. Voici les 6 passages. Euh, alors, le premier, une grande révolution humaine, une grande révolution intérieure chez un seul individu aidera à réaliser un changement dans le destin d'une nation et en outre provoquera un changement dans le destin de l'humanité. Et donc ça, en fait, c'est à propos du président Toda qui a été mis en prison au Japon pour être opposé au régime militaire. Il a survécu à la prison militaire pendant 2 ans et il a créé un mouvement, d'abord tout seul, et puis ils étaient 4, et puis ils étaient 10, et maintenant il y a environ 10 millions de personnes ou plus. Et donc c'est un petit peu ça, c'est un résumé de tout ça en disant, voilà, une personne, ça peut changer un pays et ça peut changer toute l'humanité. La paix mondiale n'est pas quelque chose qui nous est donné, c'est quelque chose que nous, êtres humains, devons créer par nos propres efforts et notre sagesse. Bon, je vous laisse un petit peu avec ça. Et alors, le 3e passage. Donc, le président Ikeda, dans un roman, enfin là, c'est pas de la fiction, il décrit le soir où le président Toda est sorti de prison. Donc, il sort de prison le 3 juillet 1945 et il se retrouve devant les ruines de Tokyo, les ruines de l'école où il travaillait. Et il s'assied sur un tas de pierres, je suppose. Et voilà donc la description de ce qu'il ressent. Le ciel nocturne s'étendait à l'infini. Pas une étoile en vue dans les ténèbres. Pourtant, Toda était conscient d'une lueur qui brillait au plus profond de son être. Personne d'autre ne pouvait la voir et il n'avait aucun moyen de la transmettre aux autres. C'était une flamme allumée dans l'obscurité de sa cellule. Et tant qu'il vivrait, elle ne s'éteindrait jamais. C'était une flamme qui ne faiblirait jamais, même dans les vents d'un monde instable. Et donc, ça me fait penser très fort à la chanson. Donc, ici-bas, hein, c'est la lueur, la flamme, la lueur à l'intérieur. Et c'est grâce à cette lueur donc, que Toda est sorti de prison vivant et qu'il a créé un mouvement international. Je dirais personnellement, c'est vraiment basé sur cette lueur parce qu'il y a toujours des moments extrêmement difficiles où on a envie de tout abandonner, sauf si on se souvient de cette lueur qui est toujours avec nous à l'intérieur.
Et puis donc, ce qu'Ikeda a fait, en fait, c'est un petit peu comme le relais olympique, le relais de la flamme olympique. Il a pris cette flamme et il a été la porter à un maximum de personnes. Donc, je lis le passage. Le voyage d'Ikeda pour la paix mondiale a ainsi commencé en allumant la flamme du courage chez ceux et celles qui avaient perdu espoir et étaient écrasés sous le poids des vicissitudes de la vie. Même si de tels efforts peuvent sembler insignifiants et très éloignés de l'objectif de la paix mondiale, la base essentielle de la paix réside uniquement dans l'être humain. Ikeda était profondément convaincu qu'une paix véritable ne pouvait être instaurée sans la revitalisation de tous les individus et l'établissement d'une joie et d'un bonheur authentiques dans leur vie. Et c'est une traduction Google AI, et puis j'ai corrigé, donc c'est pas officiel. Hein. Mais bon, de nouveau, comment partager cette flamme? 5e passage. Quel que soit le système social que nous adopterons à l'avenir, quel que soit le niveau de démocratie de sa structure politique, il sera voué à être inefficace tant que les êtres humains eux-mêmes ne parviennent pas à changer. Nous sommes menacés par un holocauste nucléaire, mais nous n'avons toujours pas le courage de renoncer à la guerre. Alors, vous pouvez penser que ça a été dit ce matin, mais en fait, c'est Toda, juste après la guerre, en 1948 ou 1950, il a dit ça. Voilà. Et le dernier passage, la transformation d'un être humain, la reconnaissance de sa dignité, de son individualité, le plein épanouissement de son potentiel personnel, est le chemin le plus court vers la transformation de la société, de l'éducation, de la science, du gouvernement, de la culture et en fait, de toute la vie. Toda l'a souligné à maintes reprises. Voilà, bon, on laisse un petit peu tout ça résonner. Et donc, vous avez remarqué dans ce chapitre 5 sur la transformation intérieure, et justement, et surtout les passages que j'ai choisis, il est beaucoup question du président Toda. Et ça, c'est très, je dirais, c'est très japonais et très oriental dans un certain sens, parce que ceux d'entre vous qui font du karaté, par exemple, karaté japonais, il y aura un prof de karaté et on l'appelle le sensei. Et c'est comme ça que ça marche là-bas. Le sensei, il sait ce qu'il fait. Il était là avant vous. Il a fait beaucoup de karaté avant vous. Et il partage ce qu'il connaît. C'est pour ça qu'il est le sensei. Et au Japon, c'est très important. La société continue à fonctionner beaucoup comme ça, où les gens qui sont plus nouveaux dans un domaine automatiquement respectent ceux qui s'y connaissent plus. Et en général, les gens plus âgés connaissent plus et les plus jeunes connaissent moins. Donc, les jeunes respectent les anciens, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on arrive à un certain âge, on va apprendre quelque chose de nouveau. On se retrouve face à un jeune prof qui devient le sensei. C'est le jeune qui devient l'enseignant, le professeur. Et donc, pour Ikeda, son maître, disons en français, ce maître, son sensei, Toda, était quelqu'un de très important. Donc, les citations se réfèrent souvent à lui. C'est difficile à comprendre pour nous occidentaux, parce qu'on n'aime pas les hiérarchies, et donc tout de suite... mais apparemment, ça marche bien au Japon. Alors, quelques remarques. Tout d'abord, et là, donc, on sort un petit peu des écrits d'Ikeda, et je partage simplement des choses que j'ai apprises qui me semblent pertinentes sur le sujet. Donc, en 89, c'est sorti en 89, puis j'ai lu ce livre en 91-92, Les 7 habitudes des gens efficaces dans le système néolibéral. Mais bon, et donc, je l'ai pratiqué, ça a bien marché, puis j'ai rejeté le livre comme justement étant néolibéral, écrit par un homme blanc, quelle horreur, oulala. Et puis finalement, il y a quand même des choses dans ce livre qui restent. Et donc, je parlais tout à l'heure d'une réponse pour Félicia. Donc, le cercle vert, c'est ce que vous contrôlez. Donc, si vous pouvez penser, réfléchissez tous un petit peu, et peut-être vous pouvez partager tout à l'heure, quand on vous redonnera le micro, une situation où vous n'êtes pas complètement seul, vous êtes en contrôle de quelque chose dans la situation, où vous devez décider certaines choses, vous pouvez faire ou dire certaines choses,
mais vous avez besoin un petit peu du soutien des autres, donc il faut avoir une influence sur les autres. Et il y a aussi dans cette situation des tas d'éléments absolument incontrôlables. Un patron, une patronne, un chef d'État, un syndicat, une entreprise, une catastrophe naturelle, enfin, la liste n'en finit pas. Et donc, essayez de penser à une situation dans votre vie et de voir où vous en êtes, où en êtes-vous au point de vue du contrôle. Qu'est-ce que vous contrôlez vraiment dans la situation? Et quels sont les gens que vous pouvez influencer grâce à ce contrôle? Si vous téléphonez à la bonne personne et vous êtes de très bonne humeur, dans un bon état de vie, vous allez avoir un impact et vous allez obtenir votre augmentation ou bien votre report de crédit ou bien l'annulation du devoir à faire, etc., etc. Et puis, il y a des choses que vous ne contrôlez pas aussi et qui sont inquiétantes. Voilà. Voilà, donc ça, c'est les 3 niveaux. Et d'après donc Stephen Covey, celui qui a écrit ce livre, il est essentiel de ne pas donner du pouvoir au cercle rouge. C'est-à-dire que, donc, bon, personnellement, il y a des choses qui m'inquiètent énormément dans la situation actuelle. Enfin, ça a toujours été le cas, mais là j'ai l'impression que c'est encore plus grave que d'habitude. Et si je deviens obsédé par ça, je pense plus qu'à ça, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi encore ils ont fait un veto à la proposition des Nations Unies alors que ça aurait été vraiment une bonne idée, mais pourquoi ils font ça? Et je m'énerve, et je déteste les gens qui ont voté contre, etc., etc. Et ça n'arrête pas. Et je perds mon influence sur les autres parce que je suis tout seul en train de me faire beaucoup de mourons. Et je perds même le contrôle de moi-même. Je peux devenir tellement furieux que je peux sortir dans la rue et frapper quelqu'un tellement j'en ai marre. Et c'est vraiment pas une bonne idée. Par contre, le contraire, bon, j'ai le cercle rouge, je suis très inquiet, ça me préoccupe, mais j'accepte que je ne suis pas parfait, j'accepte que je ne suis pas tout puissant, j'accepte que, en fait, je ne peux rien faire directement. Donc, je n'y pense plus. Par contre, là, j'ai 10 choses à faire aujourd'hui que j'ai vraiment intérêt à faire, et là, je peux me contrôler pour les faire, c'est-à-dire je peux renforcer mon courage, ma sagesse, ma compassion maintenant pour me concentrer sur ce que j'ai à faire. Et ce que j'ai à faire, ce sera bon pour moi et ce sera certainement bon pour les gens impliqués. Et donc, j'aurai une influence positive sur eux. Et peut-être qu'ensemble, alors, on pourra faire un petit quelque chose qui aura peut-être alors une influence sur le cercle rouge, mais pas l'inverse. Euh, Autre chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est donc ce livre qui s'appelle Corruptible. Et c'est écrit par Brian Klaas il y a 2 ans. Et donc, il explique les mécanismes du pouvoir. Et alors, la question qu'il pose, c'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Comment ça se fait que la grande majorité des gens au pouvoir sont pourris? Comment ça se fait que la grande majorité des gens qui sont au pouvoir sont des gens abominables? Et pour répondre à cette question, il a passé 10 ans à interviewer 500 personnes, dont certains étaient des tortionnaires, des persécuteurs, des dictateurs de pays entiers, ou simplement le chef de l'association des propriétaires du coin. Enfin, tout un range, comment, une gradation. Comment en français? Un éventail. Mais Tout un très éventail bien, de un éventail japonais. Un éventail donc de gens au pouvoir qui ont parfois fait des choses abominables, et il a eu le courage d'aller les voir et les interviewer. Et donc, il fait toute une analyse de ce qui se passe. Et finalement, sa conclusion est optimiste, ce qui est extraordinaire. Et une chose qu'il dit avec conviction, c'est que dans l'histoire de l'humanité, 200 000 ans, 300 000 ans, il y a un fait qui ne change jamais, c'est que quand on se promène ensemble en famille ou bien dans un groupe, une tribu de 80, 100, 150 personnes, le système social est, si vous voulez, est plat. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est un cercle égalitaire. Il y en a qui prennent plus d'initiatives pour ci, pour ci, pour ça, mais il y a des mécanismes en fait qui font que si quelqu'un essaie de prendre trop de pouvoir, tous les autres se disent allez,
ne la ramène pas. C'est vraiment ça, quoi. Et la personne dit, oh bon, d'accord, ça va, j'ai compris. Et on continue à avancer ensemble. Donc, c'est un petit peu la démocratie dont on rêve tous. C'est possible avec un petit groupe de personnes jusqu'à 150. Au-delà de 150, 200, 250, automatiquement, il y a une hiérarchie c'est presque organique, si on veut. C'est comme si une cellule sortait. Donc, il y a une hiérarchie qui se met en place. Il y a un chef ou une chef et des contre-chefs qui essaient de prendre le pouvoir. Et il y a alors de la violence qui s'installe parce qu'il faut maintenir le pouvoir une fois qu'on l'a, etc. Et c'est inévitable. Par contre, on a quand même le choix parce que comme nous sommes plus que 150, nous sommes 8 milliards, euh, il y a des hiérarchies, c'est indéniable. Bon, mais elles ne sont pas obligées d'être moches. Hein? Bon, et donc il explique que c'est pas vraiment les individus. C'est vrai qu'il y a des individus qui sont malades au départ, qui sont malades, ils veulent du pouvoir, ils veulent contrôler, ils veulent faire du tort aux autres, et ils sont très malins, donc ils arrivent en haut. Ça, il y en a pas mal. Mais il y a aussi des gens très sympas qui se sentent obligés de changer leur philosophie pour rester au pouvoir, et ça se passe pas bien. Et finalement, voilà comment ils arrivent. Mais il dit que c'est pas à cause des individus, c'est à cause du système. C'est à cause les nombreux systèmes que nous avons inventés pour le pouvoir, c'est-à-dire la politique, l'économie, les organisations, les corporations, etc., ne sont pas bien construites. Et le résultat, c'est que ça filtre mal. Et donc, ceux qui arrivent au pouvoir, on sait qui c'est. Bon. Et donc, c'est très optimiste parce que si on peut étudier ça sérieusement et qu'on peut, avec énormément de courage, de sagesse, de compassion, se mettre ensemble pour essayer de créer de nouveaux systèmes, pas entièrement changer l'économie, mais simplement comment est-ce que les chefs sont sélectionnés, comment est-ce que les responsables sont sélectionnés. C'est ça qu'il faut viser d'après ce livre. Et pour terminer sur ce livre, le cercle d'en bas, si vous voulez, c'est une société plate, sans hiérarchie, où nous pouvons développer notre courage, notre compassion, notre sagesse au maximum, et tous les trois sont en harmonie. Parce que si on a trop de courage et pas assez de compassion, on va faire du tort aux autres. Si on a trop de sagesse mais aucun courage, on va rien faire du tout. Enfin, donc voilà, ça marche jamais si on n'a qu'un ou deux des trois. Il faut les trois. Il faut les trois en harmonie, courage, sagesse, compassion. Et c'est possible, c'est plus facile quand on n'est pas au pouvoir, quand on n'a pas des responsabilités qui nous obligent à faire des choix. Par contre, au-delà de 150, 200 personnes, quand il y a une hiérarchie, quand on est au pouvoir, il y a un manque d'équilibre qui se fait. Par exemple, dans ce cas-ci, on a besoin d'énormément de courage pour lutter contre tous les autres qui essaient de gagner les élections au lieu de nous, de nous prendre notre pouvoir. Et donc, on met notre sagesse un petit peu sur le côté, on devient un petit peu méchant et vicieux, et notre compassion alors commence vraiment à se détacher, à devenir toute petite. Les trois qualités sont toujours là, mais mal équilibrées. Voilà. Et donc finalement, un livre qui date de 2015, Sapiens par Yuval Noah Harari, un historien israélien que je trouve absolument extraordinaire. Donc il fait un résumé de 200 000 ans d'Homo sapiens et il explique que il y a 70 000 ans, en québécois, 70 000 ans. Enfin, c'est 60 000 plus 10 000, ça fait 70 000, 70 000. Il s'est passé quelque chose chez nous. Il y a eu une sorte de mutation. Donc, on était en Afrique de l'Est, Homo sapiens, et on se développe, on a des familles, on a des tribus. Mais chaque fois qu'on essaie d'aller plus vers le nord, on se fait ramasser par les Néandertals ou par d'autres homos ou d'autres animaux, des grands animaux, etc. Et ça passe pas. Donc, on reste quel que soit le nombre de sorties qu'on a essayé de faire, on était en gros bloqué en Afrique de l'Est. Il y en a quelques-uns qui sont passés, mais pas en masse. Puis tout d'un coup, il y a 70 000 ans, il y a 70 000 ans, on a compris quelque chose, il s'est passé quelque chose. Et là, c'est la grande sortie et on a envahi la planète. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, c'est un fait. On a envahi toute la planète, on a été jusqu'en Australie, jusqu'aux États-Unis, enfin partout. Et donc maintenant, il n'y a plus que Homo sapiens, c'est pas un seul homo qui reste, sauf Homo sapiens, et on est partout sur la planète. Comment la question? Ah, qu'est-ce qui s'est passé il y a 70 000 ans?
Le feu? Non, c'était bien avant. La parole? Non, on l'avait déjà. Allez, je vous donne la réponse tout de suite. La capacité de raconter des histoires. C'est ça qui a tout changé. Parce que si vous voulez unir 80 personnes, il faut leur parler, il faut les nourrir, il faut être gentil, il faut montrer l'exemple. C'est bon. Si vous voulez unir 10 000 personnes, ça ne suffit plus. Il faut raconter une histoire. Il faut qu'ils croient en cette histoire et que tout le monde soit bien d'accord. Là, on peut agir ensemble. Par exemple, une histoire absolument incroyable. J'étais dans un magasin pour m'acheter un petit déjeuner. J'ai donné un morceau de papier qui vaut presque rien du tout, un morceau de papier à la personne, en lui faisant croire que c'est un papier officiel de gouvernement qui vaut beaucoup. Et la personne m'a cru et m'a donné à manger. Eh bien, ça s'appelle l'argent. L'argent, c'est une histoire, c'est une fiction, c'est un mensonge qui marche, qui fonctionne. On y croit tous, ça marche. Alors, la grande question, c'est quelles sont les histoires auxquelles nous croyons? Par exemple, est-ce que vous êtes d'accord que si nous devenons tous soit producteurs, soit consommateurs, le reste n'a pas d'importance, votre courage, votre compassion, votre sagesse, votre capacité d'écrire, votre capacité de faire de la musique, votre capacité d'aimer, désolé, ça ne sert à rien. Soit vous êtes producteur, soit vous êtes consommateur. Et donc, il y a le mécanisme du marché qui va s'occuper de tout et on aura la paix dans le monde parce que ceux qui font pas de bons produits vont mourir de faim, et ceux qui n'ont pas de sous pour acheter même chose, il ne restera plus qu'une humanité parfaite grâce à ce mécanisme du marché. Voilà l'histoire qu'il faut enseigner partout, et nous devons être d'accord là-dessus. Bon, imaginez-vous le genre de monde qu'on va avoir avec ce genre de philosophie à la base. Ben, il suffit de regarder. Alors, quelle histoire devons-nous nous raconter pour que ça marche mieux? Voilà. Donc, en fait, beaucoup d'espoir parce que on n'est pas obligé de croire à toutes les histoires qu'on nous a inventées et qu'on nous a enseignées. On peut créer de nouvelles histoires et on peut se grouper pour se mettre d'accord sur une meilleure histoire. Voilà. Merci beaucoup. On revient en salle. Et voilà. Jérémy a applaudi. Merci, c'est le seul. Ah, quand même, quand même. Ça me donne du courage. Il est président de ton fan club, c'est la raison pour laquelle il est président de ton le nommé président de ton fan club. Non, intéressant, très doublement intéressant. Première réflexion là-dessus, effectivement, le narratif. Qu'est-ce qu'on se raconte comme histoire? Qu'est-ce qui fait sens? Et qu'est-ce qui peut faire un sens commun, je dirais véritablement, à partir de ce moment-là? Quelqu'un a soulevé tout à l'heure la question au début de dire, si on enseigne très jeune à un enfant dans des termes qu'il soit en mesure de comprendre au fur et à mesure qu'il va croître et que son intelligence va être capable de monter les abstractions et tout, mais être capable de lui d'expliquer sagesse, courage, compassion pour bien vivre lui-même et bien vivre avec les autres. Raison pour laquelle, je dirais, bon, Ikeda le répète à satiété, c'est l'éducation le lieu stratégique, véritablement. La narration, qu'est-ce qu'on présente aux gens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mobilisateur et humain? Comment rendre un humain plus humain par l'éducation à toute son pratique? Et là, c'est toute l'histoire Soka, proprement dit, c'est toute l'histoire d'une éducation créatrice de valeur, le fondateur Makiguchi, qui sera repris et qui s'instaure dans un système éducatif qui s'appelle Soka, et notamment 2 campus, un au Japon et en Californie. C'est-à-dire la création de valeurs. Est-ce qu'on crée des valeurs ou est-ce qu'on ne crée? C'est peut-être intéressant de rappeler ça rapidement pour celles et ceux qui ne seraient pas trop familiers avec ça. Les 3 valeurs dont Makiguchi parlait, Makiguchi, le grand éducateur, le prédécesseur, pour celles et ceux qui ne seraient pas avertis, le prédécesseur de Toda et d'Ikeda, proprement dit, qu'est-ce qu'il dit à travers ces 3 valeurs? Il dit enseigner la beauté, la bonté et le gain. Et ça, c'est original chez Makiguchi, le gain. Il dit simplement, si vous oubliez de créer des valeurs, si vous omettez de créer des valeurs dans votre existence, il y a une perte. Parce que vous êtes fondamentalement, potentiellement, des créateurs de valeurs. Et si vous créez des valeurs dans telle ou telle situation, si vous vous interrogez, est-ce que je suis en train de créer des valeurs avec mon attitude, des valeurs humaines, des valeurs humanistes, proprement dit, là, il y a un gain à ce moment-là.
Donc, je pense le binôme, là, vraiment, beauté. Beauté, pourquoi? Parce que c'est ce qui rejoint la plus belle expression humaine. Bonté, parce que c'est là qu'on se sent le mieux en nous-mêmes, avec nous-mêmes et avec les autres. Et le gain, à ce moment-là, comprendre fondamentalement, et Makiuchi insiste beaucoup là-dessus, seuls les humains peuvent créer des valeurs, véritablement. Alors, qu'est-ce que c'est créer des valeurs, etc., etc. À partir de là, on peut ouvrir et puis réfléchir. Marilyn. Oui, ça m'a appelé 3 points. Ce que vous disiez, c'est-à-dire, moi, je suis persuadée, mais c'est peut-être les relations que j'ai avec mes enfants qui me montrent on peut tellement tout leur enseigner, que c'est tellement crucial. La vision du monde se construit à cet âge-là et le narratif qu'on leur transmet est tellement important et on le voit tous, j'imagine, on le ressent tous intérieurement que nos valeurs sont quand même portées par notre famille. La deuxième réflexion, c'était dans beaucoup de magazines de gestion aujourd'hui, on a beaucoup de questionnements sur l'exemple des femmes qui arrivent au pouvoir et pourquoi ces femmes se comportent souvent finalement de manière très masculine, dans le sens masculinité plutôt négative, c'est-à-dire agressive, ne donnant pas forcément la chance à d'autres femmes, etc. Et il y a des analyses qui expliquent justement que dans le narratif, on a du mal à se déconstruire et on aurait tout à gagner justement à promouvoir un autre narratif du phénomène de pouvoir, de notre idéal de pouvoir, parce que ça permettrait du coup de faire prévaloir d'autres valeurs. Mon troisième point, qui est un point d'espoir, parce que moi aussi, j'essaie de me concentrer sur le petit rond vert pour pas sombrer dans la dépression, euh, c'est de se dire que je pense que c'était Luc Audebrandt, qui est professeur aussi à Laval, qui nous avait mis cela en valeur. La masse critique qu'on a besoin dans une société n'est pas si énorme que ça. On n'a pas besoin d'être 50% dans une société à être convaincu de quelque chose pour amener un changement. La masse critique est souvent évaluée, je crois, autour de 10% d'une population. Donc, on l'a vu dans les mouvements de consommateurs, par exemple, faire bouger Nike quand Nike produit mal en Asie, par exemple. Il suffit que 10% des consommateurs fassent valoir leur voix pour que ça puisse avoir une incidence. Donc, je me décourage pas et je me dis que si on arrive petit à petit à être ce 10%-là, cette masse critique, ça peut peser. Formidable, formidable. Merci beaucoup. Et donc, je vais appeler tous ceux qui n'ont pas encore parlé, et puis les autres pourront reparler s'ils veulent. Et puis ceux que j'appelle peuvent refuser de parler aussi, hein. Mais bon, je vais quand même faire le tour. Alors, Ève, comment ça va? Est-ce que tu voudrais partager quelque chose? Ben, je peux en parler un peu, là. Je vais continuer avec ce que Marlène a disait. En fait, c'est vrai que, tu sais, c'est le 10% dont elle parlait, là. C'est vrai qu'avec le bouche à oreille, c'est plus puissant qu'on pense aussi, là. Quand on parle à quelqu'un, on peut vraiment venir le chercher avec nos valeurs ou lui parler. Ça peut tellement changer la personne, même changer sa vie, qu'elle peut venir en parler à une autre. Cette personne-là peut en parler. Puis c'est vraiment plus fort qu'on le pense, en fait, là. C'est ce pouvoir-là du bouche à oreille, là. Fait que, ben, moi, ça m'a fait penser beaucoup à ça. Puis c'est ça. Ah, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a beaucoup de sens. Et c'est vraiment le cercle d'influence, le bouche à oreille de manière littérale. C'est vraiment la personne qui est en face de vous et qui peut recevoir vos paroles. Et donc ça, c'est très, très important, en effet. Bravo. Merci. Alors, Mathéa. Ben moi, sur ce point-là, je le vois. Anne-Mé, tu as levé la main? Ou Alex? D'accord. Eh bien, d'abord Mathéa, et puis ce sera Anne et Alex. Ben moi, ce point-là, je le vois un peu plus comme quand vous dites le cercle d'influence, on est beaucoup nourri par les journalistes où la désinformation est parfois un peu plus puissante qu'on le pense. Fait que là, moi, je travaille en politique, je le vois, cette désinformation-là. Fait que j'essaie de voir un peu avec ce que vous dites comment je peux amener mon raisonnement sans que ça paraisse trop euh, malaisant. Fait que je vais écouter les autres. Ouais. Je vais entendre Alex, let's go. Ah, d'accord, d'accord. Merci, Mathéa. Simplement, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que j'écoute beaucoup les nouvelles parce que je veux savoir ce qui se passe, mais systématiquement, j'essaie de reconstruire
le narratif de base qui est en dessous. Et c'est peut-être parce que j'ai beaucoup d'imagination et j'en trouve toujours un. Oui, mais C'est c'est pas pas... tout le monde qui a cette imagination-là. Oui, c'est ça. Et donc, mais ça, c'est l'éducation peut-être. Mais c'est vrai que ça aide beaucoup hein, quand il y a des nouvelles qui... Parce qu'il n'y a pas que les nouvelles, il y a la façon dont elles nous sont présentées qui peut être encore plus énervante que la nouvelle elle-même. Mais comment peut-on présenter les choses comme ça? Et puis, alors, la question, c'est, alors, qu'est-ce que cette personne essaie de nous vendre? Qu'est-ce que le président, directeur général de toute la compagnie de news essaie de nous vendre? Puis on vérifie, ah oui, il croit en ça, il croit en ça, il croit en ça, donc forcément, il va présenter les choses comme ça. D'accord, eh bien, je n'aime pas votre histoire, monsieur ou madame, j'en veux une autre. Et comme ça, on peut interagir avec les nouvelles, quoi. Ouais. Enfin, voilà, donc maintenant, nous sommes au Mexique avec soit Alex, soit Anne-May, soit les deux. Oui, ben là, bonjour. Tu dis hola, ¿qué tal? Comment ça? Non, ben là, c'est ça, avec qu'est-ce que vous étiez en train de dire, on allait plus vers la zone rouge, j'ai l'impression. Hein. On sortait de qu'on peut influencer dans nos vies. Donc, moi, je vais revenir on va un petit peu, si vous me le permettez. Je vais rebondir sur ce que Eve disait, le bouche à oreille, comment que c'est important. On dit bouche à oreille, on parle de mots, on parle de qu'est-ce qu'on on peut dire, que ce soit une opinion politique, une opinion personnelle, une histoire qu'on raconte, mais c'est aussi dans l'énergie, je pense, qu'on transmet autour de nous. C'est beaucoup plus puissant qu'on pense. Quelqu'un de négatif qui rentre dans une pièce, tout le monde le ressent sans même s'en rendre compte. Donc, je pense que une des premières étapes pour se changer soi-même, le inner transformation, dans le but de faire notre évolution humaine, c'est vraiment de changer notre attitude, de trouver ce déclic-là qui fait que on va éradier du positivisme plutôt que du négativisme. Bon, ça a l'air facile dit de même, hein? On a tous des défis, on a toutes des choses qui nous tracassent, des moments plus difficiles, mais quand même, je pense que malgré ça, ça part de nous, trouver notre flamme à l'intérieur, comme on disait tantôt, puis transformer le négatif en positif, ça va faire des miracles autour de nous. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus puissant qu'on pense. Puis, une autre petite chose que je voulais dire rapidement, tantôt, euh, quand on parlait de Sapiens, euh, vous avez parlé des histoires qu'on se raconte et tout ça. Je voulais juste dire faire un petit clin d'œil au chapitre 5, là, au niveau des religions. Donc, oui, les religions sont différentes, il y a eu beaucoup de conflits de religion, mais les religions, intrinsèquement, à la base, ils partent toutes avec le même précepte qui est que pour changer la société, pour rendre les choses meilleures, ça part de l'individu. Toutes les religions, c'est ça, partent de ce point-là. Donc, voilà, c'est simplement ça que je voulais dire. On se raconte des histoires. La religion, c'est une histoire. C'est une des premières histoires écrites de l'humanité. Ça a parti à gauche, à droite, l'islam, le catholicisme, le judaïsme, tout ça. Mais à la base, c'est sensiblement plus semblable qu'on pense. Donc, Ok, pas mal. c'est où? Moi, ben, c'est un peu dans le même sens que Marilyn aussi avait dit tout à l'heure. En fait, moi, c'est, ben, tu sais, en ce moment, le Québec au complet est en grève. Donc, puis au niveau justement de l'éducation, nos enseignants au travers du Québec sont en grève présentement. Justement, au niveau des valeurs, même de la religion, comme Alex parlait, du positivisme autant que du négatif, moi, j'ai toujours trouvé que nos enseignants étaient pas assez mis sur un piédestal, je dirais, parce que ça forme vraiment, justement, les tout petits jusqu'à plus vieux, parce que tout le monde ne peut retourner aux études, mais ça forme justement chaque individu à changer le monde un peu de sa manière. Puis c'est, je pense vraiment avec l'éducation, là, en très grande partie, que c'est un peu comme le premier pas vers justement cette révolution humaine là, qu'on désire. Puis c'est ça, en enseignant les bonnes choses, en mettant certaines valeurs plus de l'avant au lieu des trois, disons, poisons qu'on a pu voir aussi avec l'avidité, entre autres, et puis avec tout ce qui se passe dans le monde, ben, je pense que justement, ça serait vraiment
une bonne façon d'atteindre peut-être la paix mondiale. Ah, merci beaucoup. Et Tania, Euh, j'ai- il y a beaucoup de choses que je voulais. Moi aussi, je voulais parler de la grève en ce moment avec les enseignants, surtout les infirmières, là. À mes félicitations d'ailleurs là-dessus. Mais ce que je vais faire à la place, c'est que je vais rebondir sur ce que Alex a dit à propos de la religion. Puis je voulais un peu faire une ouverture à peut-être un autre sujet là, un jour c'est parce que je trouve qu'on on a beaucoup parlé, mais ça reste dans les zones de contrôle aussi. C'est que la religion, ben, en fait, on a beaucoup parlé de discipline cette semaine. Donc, j'ai beaucoup parlé de discipline avec Marianne et tout. Puis, on se demandait aussi, est-ce que la religion, c'est pas un bon moyen justement de nous discipliner? Donc, comme par exemple l'armée, c'est un bon, tu sais, faire son lit, être toujours à la bonne heure, tu sais, avoir une certaine constance. Puis, ça nous ramène aussi dans les zones de contrôle. Donc, à savoir, est-ce qu'on n'a pas plus de contrôle quand nous-mêmes, on a un contrôle sur nous-mêmes? Donc, est-ce que la discipline, c'est quelque chose de positif? Est-ce que ça peut devenir négatif? Mais la question que moi, je me posais tantôt, c'est dans quelle valeur est-ce que ça rentre? Est-ce que ça rentre dans le courage? Est-ce que ça rentre dans la compassion? Est-ce que ça rentre dans la sagesse? Ou est-ce que ça rentre dans aucune des valeurs? Puis c'est quelque chose qui est ou est-ce que les trois peuvent être englobés? Est-ce que Donc, c'est vraiment, c'est un peu, je me posais cette question-là pendant que on parlait de. Puis, tu sais, ça regroupe aussi les travailleuses. Est-ce que le manque de discipline va les emmener à peut-être abandonner puis dire, bon, le gouvernement va jamais nous octroyer une hausse. Donc, est-ce que, au contraire, c'est la motivation qui rentre en jeu? Donc, je sais pas, je vous lance ça dans l'univers. wow. Merci beaucoup, Tania. Alors, bon, je crois pas qu'il y a de réponse correcte à cette grande question. Donc, j'ai simplement improvisé un peu ce qui me vient à l'esprit comme ça. Euh, donc, au point de vue du contrôle, donc je reprends cette étude de Brian Klaas sur le pouvoir et que le contrôle de soi, là, ça reste à notre niveau. Et puis, si on est une vingtaine, une trentaine, on peut essayer d'un petit peu contrôler la situation. Et si jamais on n'a pas exactement ce qu'on veut, c'est pas trop grave. Donc, on n'est pas obligé de trop contrôler, mais on essaie de se contrôler les uns les autres, avoir une certaine discipline de groupe, et ça se passe bien. Quand le groupe est trop grand et qu'il y a une hiérarchie, ça commence à se passer mal, parce que si les gens refusent d'obéir, le chef, la chef peut utiliser de la violence pour obliger les gens à le faire. Et donc là, ça commence à aller mal. Donc restons donc dans les petits groupes. La distinction entre la discipline de groupe, qui donne une impression d'être imposée, et la discipline personnelle. Donc ça, c'est les deux grandes formes de discipline. La discipline personnelle, je suis sûr qu'Anthony adore ça, parce que sans discipline personnelle, on ne peut pas faire d'arts martiaux, on ne peut pas s'entraîner, on ne peut pas arriver à l'heure à l'entraînement et faire les exercices, etc. C'est impossible, on ne peut rien faire. Donc la discipline personnelle, pour certains d'entre nous, c'est très bien. Et alors, dans quelle vertu est-ce que ça rentre? Mais je crois que ça rentre dans tout. La discipline personnelle, c'est un ingrédient biochimique, ça fait partie de notre cerveau, qu'on peut mettre quelques neurones ensemble de manière volontaire en décidant de faire quelque chose. On est dans son lit, on a déjà appuyé sur le réveil 5 fois, et puis à un moment, on décide de faire autre chose et on crée un rassemblement de neurones dans notre cerveau qui fait que, allez, ça y est, je me réveille et les muscles se mettent en position et on se lève et on y va. Et là, personne ne nous a obligés à le faire. C'est vraiment de la discipline personnelle. Donc, ce mécanisme de volonté, de décision qui est dans le cerveau de chacun, on en a besoin pour augmenter notre courage. C'est une décision quelque part. Bien sûr, il y a un mécanisme qui se met en place où on s'est entraîné pendant des années à faire surgir du courage quoi qu'il arrive. Bon, bah, il sort facilement. Mais parfois, il ne sort pas. Et là, on peut décider d'avoir plus de courage, on peut décider d'avoir plus de sagesse aussi. On peut décider de, bon, non, j'ai écrit mon email en insultant mon patron parce qu'il le mérite.
mais j'ai la sagesse d'attendre un petit peu, je vais dormir dessus, je me réveille demain, bon, on verra. Si je ne suis pas obligé de l'envoyer maintenant. C'est la sagesse. Et puis après, on décide si on l'envoie ou pas. Donc là, c'est de nouveau une sorte de décision comme ça, de discipline personnelle. Et la même chose sur la compassion. Moi. Oui, bon, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont impliqués. Bon, j'arrête. Je vais leur demander ce qu'ils en pensent. Donc voilà. Et puis, à la base de tout ça, on a discuté donc de cette lueur, comme de la chanson. Et ça aussi, c'est une décision d'un certain sens. Elle est toujours là. C'est comme le soleil au-dessus des nuages, même quand il fait sombre, le soleil est là. Mais cette lueur, elle est là. Mais si on ne la ressent pas, elle ne sert à rien. Et quand on ne la ressent plus, c'est le désespoir, c'est la noirceur. Et bon, ça, je crois que vous, presque tous, vous avez déjà entendu de nombreuses fois, parce que c'est une de mes formules préférées du président Ikeda. Il dit, quand il n'y a pas d'espoir, créez-en. Et donc, créer de l'espoir de rien du tout, en fait. Ce n'est pas l'espoir de quelque chose, c'est de l'espoir pur. C'est cette lueur dont on parle. Et ça demande une certaine dose de discipline. Donc, pour répondre à la question, qui est très intéressante, et ma réponse n'est certainement pas correcte, cette discipline personnelle, elle est utile pour tout. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, la question de la discipline peut-être de groupe, que si, je sais pas, si les syndicats étaient mieux organisés, ou les infirmières encore plus disciplinées entre elles, ou les enseignants encore plus disciplinés entre elles, ou bien peut-être les politiciens plus disciplinés entre eux, qui se disent, c'est vraiment pas juste de s'augmenter le salaire de 30% simplement parce qu'on le peut. On ne le fait pas et on va distribuer notre argent à tout le monde. Voilà. Ce serait une discipline très utile, mais qui demande de la compassion, qui apparemment n'est pas là. Bon. Et donc, là, on commence à parler d'autres personnes, de structures, de gens au pouvoir, etc. Et on perd notre contrôle là. Là, je vois que les gens commencent à s'inquiéter, à s'énerver. Et c'est normal, on est dans la zone rouge. Attention, c'est rouge. Revenons au contrôle. Respiration. Qu'est-ce qu'on peut faire ici et maintenant dans cette séance Zoom pour faire progresser les choses? Revenons à ça. Et donc, merci beaucoup, Tania. Et il nous reste encore Anthony et Jérémy. Lequel des deux veut aller en premier? Bien, aller en premier, si tu me permets, Anthony. La compassion d'Anthony et le courage de Jérémy. Quelle équipe? Oui, dans le fond, il y avait le pictogramme que vous aviez montré par rapport à qu'est-ce qui est en dehors de nous, puis les différences entre. Ça m'a vraiment fait penser au stoïcisme, qui est une philosophie antique. Je ne sais pas si l'auteur de l'œuvre que vous avez présentée se basait un peu sur ça, mais pour eux, qu'est-ce qui est incontrôlable, qui est en dehors de notre contrôle, tout ça, c'est un indifférent pour eux. C'est-à-dire que on va pas débourser ou dépenser de l'énergie pour des trucs qui sont en dehors de notre contrôle. Alors, c'est de se retirer puis arrêter de dépenser cette énergie-là à s'efforcer à changer les trucs qui sont... on n'est pas Dieu, on n'est pas super puissant, alors il faut arrêter. Puis pour eux, le plus haut bonheur, c'est la vertu, c'est d'être aussi bien réglé, aussi discipliné, aussi ordonné, aussi juste que leur Dieu. C'est de participer en politique aussi. Faut être comme leur Dieu, puis participer, puis essayer de faire du bon ou du bien dans la société. Et c'est ça, c'est comme une citation qui me vient en tête par rapport à qu'est-ce qui est hors de notre contrôle. Je pense que c'est Marc Aurèle qui a dit ceci, je ne me trompe pas, c'est que la vie est 10% ce qui arrive et 90% de comment je réagis à la vie aux événements qui se dévoilent devant moi. Alors, c'est juste ma petite intervention. Je sais que c'était un peu en dehors le contexte des points qui ont été ressortis, mais c'était vraiment qu'est-ce que j'ai vu par rapport à ça. Merci. Non, merci beaucoup, Jérémy. C'est très important. C'est vrai que les grandes idées de ce livre de Stephen Covey en 1989 datent de 2000 ans auparavant, c'est certain. Et même avant, ce sont des choses, je dirais,
que nous, Homo sapiens, on réalise au fur et à mesure de nos vies, et il ne faut pas attendre une civilisation ou l'autre, quoi. Je crois il y a 10 000 ans, au début de l'agriculture, même avant, on avait déjà on avait remarqué déjà l'importance de se discipliner quand il faut, ne pas trop s'inquiéter de ce qui est incontrôlable et agir là où on peut. Et la notion d'énergie est très importante. Ça aide beaucoup parce que c'est un petit peu abstrait tout ça, mais si on accepte qu'on a une énergie limitée, la preuve c'est que tous les soirs on va se coucher. Donc on a une énergie limitée et on peut choisir de la passer dans la zone rouge et de s'inquiéter, de se demander, de râler, de se plaindre. C'est pas un mal, hein, mais on peut le faire si on veut. Et toute l'énergie va passer là-dessus. On n'aura plus d'énergie pour le contrôle ni pour l'influence. C'est simplement mathématique. Et même chose, on peut essayer de mettre son énergie dans le contrôle de soi et dans l'influence vis-à-vis des autres. Et on passera une journée quand même beaucoup plus productive avec exactement la même énergie. Et puis forcément, si on a de l'influence sur les autres et qu'on reçoit des autres, ça augmente notre énergie. Alors là, on a encore plus pour faire ce qu'on veut, etc., etc. Donc l'image de l'énergie dans ce schéma est très importante parce que ça, c'est physique, c'est réel et c'est pas illimité. On a une certaine dose d'énergie tous les jours. Et finalement, Anthony, Oui, c'est drôle parce que je vais quand même rebondir un petit peu sur le point de Jérémy euh, par rapport à ça. Moi, c'est en fait les premières citations que vous avez présentées tout à l'heure, ça m'a fait penser à une chanson. Bon, le personnage qui le rédigeait avait ses propres démons, Michael Jackson, Man in the Mirror. Donc, if you want to make the world a better place, take a look at yourself, then make the change. Donc, ça m'a vraiment fait penser à ça. Puis, si je vais un petit peu plus loin là-dedans, en fait, les livres que vous avez présentés, ça m'a vraiment surpris parce que j'ai comme été exposé à ces trois livres-là à la suite de l'autre. Ce livre de Stephen Covey, justement, le chapitre 2, je pense, parce qu'il y en a un qui c'est Seek first to understand, then be understood. Mais il y a une des phases là-dedans que pour ça, il faut que tu saches qui tu es. Il faut vraiment que tu apprennes qui tu es, dans le fond. Puis ça, ce chapitre-là m'a marqué parce que j'ai réalisé qu'en fait, la plupart des problèmes dans le monde proviennent de cette chose-là, que ben, on ne sait pas d'où on est, on ne sait pas d'où on va. Puis pour rebondir sur ce que peut-être Tania et Alex disaient tout à l'heure au niveau de la religion, ben, la religion, là, a beaucoup donné un sens d'identité pendant un certain temps à beaucoup de gens, ce qui donnait un certain confort, une espèce de sentiment, c'est ça, de sécurité que ben, on a perdu un peu en perdant ce lien avec la religion. Puis, pour en revenir avec Brian Klass, enfin, c'est là que je vais faire mon petit point avec Jérémy là-dessus. L'un des points, absolute power corrupts absolutely. Ce que je trouvais particulier là-dedans, c'est que, ben, c'est ça, théoriquement, tous les gens qu'on voit en situation de pouvoir aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'ils sont tous corrompus. Pourtant, si on regarde Marc Aurèle, qui a été à une époque l'être le plus puissant de toute la planète, cette personne-là, ben, c'est littéralement un souverain que tu pourrais qualifier de incorruptible. Il y avait tellement un système qu'il avait mis en place qui l'empêchait. Ben, en fait, il était tellement conscient du fait qu'il pouvait facilement être corrompu qu'il avait tout mis en place pour être sûr que ça ne se produise pas. Puis, ben, en fait, c'est drôle de regarder ça parce que moi-même, je me dis que ben, c'est tellement facile, en fait, d'être corrompu. Pas besoin d'avoir vraiment beaucoup de pouvoir. Puis, ben, si on regarde aujourd'hui, juste ben, avec les grèves qui assaillent le Québec d'un peu partout, c'est un peu de se dire, ben, euh, comment est-ce qu'on fait, si on peut dire, pour essayer de remédier à ça avec ben, sagesse, compassion et courage. On dirait qu'il y a comme une espèce de cassure, puis c'est dur d'aller rejoindre les deux bouts. merci beaucoup. Donc on a eu Marc Aurèle, c'est vrai, mais on a eu il n'y a pas si longtemps Nelson Mandela, on a eu il n'y a pas si longtemps le Dr. King, Martin Luther King, et on a là je vais simplement très égoïstement kidnapper l'assistance pour parler d'un truc qui me fascine. C'est j'ai une attitude très positive vis-à-vis de Liz Cheney. Alors, Liz Cheney, c'est une républicaine américaine, c'est une politicienne américaine républicaine, mais elle a eu le courage
la sagesse et la compassion, de se dresser contre une corruption extraordinaire qui est en train de démolir les États-Unis. Elle s'est dressée quasiment seule. Elle a créé des comités et elle arrive à redresser la barre toute seule. Alors, je n'aime pas du tout son papa, qui, à mon avis, est un des plus mauvais exemples de pouvoir qu'on peut imaginer. Mais alors, une génération plus tard, sa fille fait juste le contraire. Et là, elle lutte tous les jours avec nous maintenant pour essayer vraiment de sauver la situation. Et à mon avis, c'est quelqu'un qui, dans ce qu'elle a de ne pas avoir eu peur de présenter sa position, de s'organiser alors que c'était à contre-courant de ce qui se passait et qu'elle risquait de se faire sortir, risquait de perdre sa position, perdre son travail. Elle n'a pas eu peur du tout. À ce niveau-là, elle n'est pas corrompue du tout, à mon avis. Elle est incorruptible à ce niveau-là. Et il y en a beaucoup. Donc c'est vrai qu'on peut mettre tous les responsables politiques dans un grand sac et on marque pourri, corruptible, etc. Mais il faut nuancer un peu. Chacun fait de son mieux, donc même certains qui sont abominables font de bonnes choses de temps en temps, mais ce n'est pas une raison pour leur pardonner. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui font de très bonnes choses, même dans des situations de pouvoir. Il y en a, il faut bien regarder. Le problème, c'est que ceux qui font les choses les plus atroces, c'est les plus spectaculaires, et c'est ceux-là qu'on voit tout le temps à la télé, parce que ils font tellement de tort, ils causent tellement de morts qu'on connaît tous leur nom. Mais il y a beaucoup de gens au pouvoir qui utilisent leur pouvoir de manière positive et généreuse aussi. Il y en a. Et donc, voilà. Voilà, peut-être une dernière intervention de quelqu'un d'autre que j'allais dire le président Falk, que le professeur Falk. Et puis, la conclusion du professeur Falk. Mais d'abord, peut-être une dernière chance à quelqu'un de faire une deuxième intervention. Maxime, on t'a pas beaucoup entendu. Je ne saurais trop quoi dire pour l'instant, malheureusement. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Je commence à m'endormir présentement. Là, ouais. Le On 14 va pas matin, être, on va peut-être pas, loin un peu. Là. on va pas être très très long. Et parce que j'avais un petit point, je ne veux pas vous retenir trop longtemps, évidemment, mais on approche quand même, il est presque pas très loin de 10 heures, 10 heures moins le quart. J'avais un petit point à faire, à moins que tu veuilles conclure sur ta part, Olivier, puis après ça, c'est plutôt des questions pratico-pratiques pour le futur, voilà, qui s'adressent à tout le monde. Olivier, si tu veux, je ne sais pas trop. Ben non, justement, j'essaie de plus présenter de conclusions. J'espère simplement que certains des points qui ont été évoqués, certaines des idées qui ont été présentées vous ont intéressé, vous avez trouvé ça stimulant et que ça peut peut-être apporter quelques pièces de Lego, quelques briques, quelques ingrédients à votre histoire personnelle que vous êtes en train de construire et si possible à l'histoire du monde que vous voulez reconstruire et contribuer ensemble. Donc voilà, donc j'espère qu'il y aura quelques bonnes vibrations de notre discussion d'aujourd'hui, sans conclusion. Tout à fait, tout à fait. Ben, ça m'a beaucoup servi, Olivier, notamment tes 3 cercles, parce que depuis une quinzaine de jours, 3 semaines, un mois, un peu plus, je patauge dans le cercle rouge. Et effectivement, il faut que je me ramène dans le cercle vert. C'est la première fois que j'avais une démonstration comme ça. Là, je l'ai trouvée très convaincante à ce moment-là. Voilà, rapidement. Pratico-pratique pour la suite des choses. Puis ça, je fais un petit point. Marine, tu vas peut-être pas trop saisir dans un premier temps, mais après ça, tu vas voir, c'est un peu Excuse-moi, Vincent. Oui. Excuse-moi. Peut-être qu'on pourrait fermer l'enregistrement à ce moment-là. Oui? Oui. C'est le bon moment. Bien, d'accord. Bien, donc merci beaucoup à tous. Très heureux d'avoir revu mes amis, très heureux d'avoir rencontré de nouveaux et futurs amis. Et merci beaucoup à tous ceux qui vont regarder la vidéo après cet enregistrement. Et nous attendons vos questions et réflexions également. Voilà, au revoir tout le monde. Ne partez pas parce qu'il y a quelques nouvelles, mais on arrête l'enregistrement maintenant. Merci à tout le monde. Au revoir.